censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit Monsieur le juge Gervais Bilika, doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, pour nous parler du droit à la vie de l'enfant. On se contentera de dire que le concept droit à la vie de l'enfant, pour mieux l'appréhender, il est lieu de commencer à parler du droit. C'est un privilège qu'un enfant a de la société, voire que de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, un certain nombre de garanties que la loi lui confère soient reconnues et soient protégées, d'abord par l'État, ensuite dans le cadre social de son évolution humaine. Le concept enfance, qui d'après l'article 1er de la loi Pontignon, donc la loi du 14 juin 2010, qui consacre la protection de l'enfant au Congo, eh bien, l'enfant est défini comme tout individu dont l'âge est situé de 0 à 18 ans, donc la minorité d'âge, à moins qu'il y ait une disposition spéciale qui modifie son statut. Le droit à la vie c'est l'existence. Et comme il est question de la vie de l'enfant, il s'agit donc d'avoir un certain nombre, ou de considérer un certain nombre de droits qui sont liés à sa personne, l'enfance, de sa naissance jusqu'à sa majorité. Voilà. Et ces droits concernent donc la protection de ses droits humains, des droits liés à la protection physique, sa protection physique et sa protection morale. Voilà, les atteintes à la personne, par exemple le meurtre, l'infanticide, ainsi de suite. Et de l'autre côté, la protection morale. Donc tout ce qui est lié à son éducation, à sa morale, à son encadrement, à son alimentation, et une alimentation adéquate, convenable. Voilà. Le droit à la vie des enfants, il faut dire que les origines sont d'abord avant tout culturelles. On pouvait dire que les origines sont juridiques, de nature juridique. Mais toute loi est l'inspiration d'une société, d'une culture donnée. L'ossature juridique qui consacre les droits des enfants, nous pouvons commencer à parler par exemple de la déclaration de 1924 qui a inspiré la déclaration de novembre 1959, la déclaration des droits de l'enfant, qui à son tour a généré la Convention internationale des droits des enfants de, on va dire, 1989. Et pour nous, Congolais, il y a une loi qu'il faut vanter de mérite, la loi Pontignon, je l'ai cité, la loi du 14 juin 2010, qui protège l'enfant au Congo. Mais n'oublions pas que nous avons dans le corpus légal congolais notre constitution du 25 novembre 2015, qui déjà dans le préambule nous parle de la sacralité, le côté sacré de la vie humaine. Parce que le droit à la vie de l'enfant n'est autre que le démembrement du droit à la vie des humains, c'est-à-dire le droit de ne pas être tué. Oui, et qui? L'État, d'abord avant tout. La responsabilité de l'État s'affiche lorsqu'il est question de protéger toutes les personnes vulnérables, même non vulnérables. Dans l'enfant est une personne vulnérable. Donc, au premier degré, nous avons l'État, qui par le ministère de l'Éducation nationale, qui par le ministère de l'Intérieur, dans la sécurité et tout consort, organise la protection physique et morale de l'enfant. En second lieu, il y a la famille. La famille, parce que l'enfant doit, pour sa vie, la meilleure, évoluer dans un cadre approprié, qui est une famille, avoir un papa, une maman, qui soient là pour son encadrement. Et il y a tout le monde, autrui. Commençons par dire que l'infanticide est une infraction à la loi pénale. Et dans notre code pénal,
ce sont les articles 300 et suivants qui parlent de l'infanticide, c'est-à-dire la mort donnée à un nouveau-né. Voilà. Mais il faut dire que les auteurs sont punis par nos tribunaux. Disons qu'il s'agit d'un crime. Et le concept infanticide renvoie au fait qu'il s'agit d'une mort préméditée. Pourquoi? Parce qu'elle est causée par la mère de l'enfant. Bon, après, il y a beaucoup d'évolutions jurisprudentielles qui consacrent justement la notion d'infanticide. Le sort, c'est la peine de mort. Malheureusement, ou heureusement, la peine de mort est abolie dans notre pays. Depuis notre récente constitution de 2015, eh bien, la peine de mort est abolie. Mais c'est une infraction criminelle. Et donc la sanction est très très élevée, comme en matière d'assassinat et autres. Les peines encourues, d'abord il y a une peine qui est connue, qui est prévue à l'article 300 de notre code pénal. Ça peut être la réclusion criminelle à perpétuité, parce que ce serait la peine de mort. Voilà, ce serait la peine de mort. Et depuis 2015, notre code est resté le même. Donc il s'agit d'apprécier par la cour criminelle, apprécier quelles sont les circonstances qui ont concouru à la mort de l'enfant. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, c'est une réclusion criminelle, soit à perpétuité, soit... Ça dépend des faits qui oscillent autour de la circonstance de la mort de cet enfant, de ce nouveau-né. Si tout le monde pouvait connaître, parce qu'on est dans la cité, il y en a qui disent, à la maison d'arrêt, il n'y a pas de gens... Il y en a qui sont là-bas, qui ont 20 ans, qui ont 25 ans là-bas, à la maison d'arrêt. Mais dans la cité, on pense que les tribunaux ne condamnent pas, bon, en courant toujours, ainsi de suite. Voilà l'opinion de tout le monde. Mais connaître qu'en commettant, par exemple, l'infanticide, en tuant mon propre bébé, à peine nouveau-né, je l'ai tué. Bon, parce que je veux peut-être vendre son corps, on connaît ce qui se passe dans la société, et faire de l'argent. Demain, je mettrai encore au monde, je suis encore toute jeune. Mais on ne sait pas qu'une fois tombé sur la table de la loi, devant la cour criminelle, vous pouvez être condamné à une réclusion perpétuelle. Donc, ces peines ont aussi non seulement un caractère correctionnel ou punitif, mais ils ont un caractère aussi dissuasif. Il faut dire qu'il y a plusieurs catégories de procédures. D'abord, dans l'entame de la procédure, une fois par la clameur publique, on a découvert un cadavre. C'est un enfant nouveau-né. Et j'étais à Luandili, dans la rivière, machin tout. Et la clameur publique annonce à la police. La police arrive, fait le constat, monte un dossier d'enquête préliminaire. Et une fois les éléments du dossier bouclés, c'est-à-dire l'auteur connu ou non connu, le dossier arrive chez le procureur de la République. S'il y a un déféré, s'il y a une personne, l'auteur des faits est connu, la personne est déférée avec le dossier d'enquête préliminaire qui arrive devant le procureur de la République. Et comme c'est un crime, le procureur de la République a deux choix. Il va exercer ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Il peut soit ouvrir l'information judiciaire parce qu'il considère que c'est un crime et que les faits doivent être étayés par une information judiciaire, par un dossier qui est traité par un juge d'instruction qui a plus de possibilités de se renseigner. On appelle ça information judiciaire. Et il a une deuxième possibilité qui est celle de monter un crime, une procédure de crime flagrant, je voulais dire. Là, il se comporte comme le juge d'instruction, lui-même comme le crime vient d'être commis, il va saisir directement le parquet général qui saisira à son tour la chambre d'accusation et la chambre d'accusation prendra son arrêt de renvoi devant la cour criminelle pour que l'auteur des faits soit jugé directement. Et donc, quand l'infraction d'infanticide est commise et que l'auteur est connu, si c'est devant le juge d'instruction, il a le temps de l'entendre, il le place sous mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'il envoie à la maison d'arrêt le temps qu'il finisse, il boucle son enquête et qu'il soit présenté devant la cour criminelle. Mais naturellement, madame, si l'enfant est né, je vous parlais déjà de ce que notre Constitution, à l'entame de ses premiers articles, même dans les préambules,
on parle du caractère sacré de la vie. La vie est sacrée en quoi? Non pas parce qu'on ne doit pas l'exterminer, surtout que la peine de mort est abolie. C'est juste pour considérer que l'enfant qui naît, on ne doit pas que le protéger contre la mort, mais le protéger pour vivre bien. Donc, le droit de naître dans des conditions dignes, ensuite de grandir dans des conditions convenables. Conditions pendant lesquelles, ou par lesquelles nous avons une bonne éducation à lui attribuée. Et quand je parle de l'éducation, je parle de deux côtés. L'éducation sociale à donner par maman, papa, ainsi de suite, la société, mais aussi une éducation au terme propre, l'enseignement, partir à l'école, étudier dans des conditions agréables. Donc, on ne peut pas séparer le droit à la vie de l'enfant du droit qui est celui de grandir dignement jusqu'à sa majorité, jusqu'à atteindre l'âge adulte. On ne peut pas punir quelqu'un tout d'un coup parce que les conditions de vie qu'il a réservées à ses enfants ne sont pas convenables. Mais la loi Pontignon, à partir des articles 13 et suivants de cette loi, organise les droits qui sont reconnus aux enfants. Et de ces droits, l'enfant lui-même et quiconque peut dénoncer un traitement dégradant des enfants, même les enfants du voisin. Vous pouvez aller devant les tribunaux, devant la police pour dire la façon que ces enfants-là vivent dans cette maison constitue une maltraitance. Ils subissent des sévices, par exemple. Nous avons la traité des enfants. On voit comment est-ce que certaines personnes vendent leurs enfants parce que les conditions ne sont pas agréables. Et tout cela, on ne peut pas punir. On ne peut pas dire qu'on va punir la femme, le papa ou la maman parce que il faut que nous, tribunaux, nous soyons informés. Il faut que nous soyons saisis de ces faits. Par qui? Mais par la société. Et à ce moment-là, j'encourage quand même certaines associations qui travaillent ici au Congo. Il y a beaucoup de juristes. Vous connaissez bien Madame Jessica Mamoni, qui est notre collègue, qui fait un grand travail avec les juges Ngolo et autres. Voilà. Il y a aussi une association ici, Alto, qui lutte contre la traite des personnes, l'exploitation de mineurs. Et il faut aussi encourager l'ambassade des États-Unis au Congo, qui s'est donné le devoir de former des magistrats, des policiers, des gendarmes, des militaires, pour avoir une ossature juridique complète, pour mieux traiter les dossiers. Et franchement, un coup de chapeau, parce que c'est une ambassade qui est en train de beaucoup travailler pour former le personnel judiciaire, et à cela aussi reconnaître le travail qui est actuellement fait par le ministère de la Justice et des Droits humains, de la protection des peuples autochtones, qui fait un grand travail en ce sens-là pour former les magistrats, former les journalistes, les associations. En dépit des insuffisances remarquées, mais nous pensons que quelque chose se fait. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.